présence ici ce matin témoigne de votre ouverture, votre curiosité et votre désir d'améliorer l'accès aux soins et services en santé. Ensemble, allons au-delà des défis qui ont été décrétés depuis des décennies et travaillons ensemble une vision commune porteuse de solutions pour l'avenir. Vous vous demandez peut-être pourquoi une physiothérapeute anime la table ronde ce matin. Quand on regarde le plan santé, d'ailleurs, merci aux organisateurs de m'avoir permis d'avoir ce rôle privilégié. Donc, quand on regarde le plan santé du ministre, on y voit un trio clé que sont les médecins, les pharmaciens, les IPS surtout, pour la ligne forte, la première ligne forte dont il parle. Et évidemment, quand on regarde le plan un peu plus attentivement, on voit autres professionnels, 3 petits points. Donc, ces autres professionnels sont notamment travailleurs sociaux, infirmières cliniciennes et auxiliaires, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, nutritionnistes et physiothérapeutes. Alors, je suis un humble échantillon des autres professionnels qui sont représentés par les 3 petits points du plan santé. Donc, la situation pandémique a mis en lumière de nombreux enjeux, a forcé la mobilisation et le changement. La campagne de vaccination a été un modèle de collaboration, d'interdisciplinarité et d'efficience. Le vocabulaire a changé de accès à un médecin à accès aux soins et services en santé. Aux médecins de famille, on veut maintenant greffer une équipe de famille. Donc, voici donc la vision de 3 ordres professionnels clés dans l'optimisation de l'accès afin que chaque Québécoise et Québécois soit bien accompagné dans notre système de santé. Suite à l'exposé de nos 3 panélistes, on va avoir une période d'échange de questions porteuses de solutions constructives. Alors, on va débuter par Dr Gaudreault. Merci Marjorie. Bonjour à tous et toutes. Content d'être avec vous ce matin pour discuter de ce sujet. Ma présentation s'intitule « Fini les silos » pour nous au Collège des médecins du Québec. Ça fait des années qu'on travaille pour que la relation entre les autres professionnels soit la plus étroite possible. On est allergique aux silos au Collège. On est allergique aux vases clos, maintenant surtout depuis quelques années. On l'a vu pendant la grande vaccination du printemps dernier. Le Collège, avec plusieurs partenaires des ordres professionnels, dont l'Ordre des pharmaciens et l'Ordre des infirmières qui sont ici ce matin, a déployé de grands efforts pour que tous vaccinent et que tous soient vaccinés. On a fait des pieds et des mains pour contourner la paperasserie à ce sujet. C'était évident pour nous qu'il fallait faire cela pour la population. De la même manière, il faut aussi faire cela pour donner aux Québécois un meilleur accès aux soins de santé. Ce que l'on vit actuellement dans le réseau de la santé, pour nous, ça ne peut plus durer. 900 000 patients orphelins, ça ne peut plus durer. Le Collège a rendu public au début de cette semaine un rapport sur l'accès aux soins et la cessation d'exercice. C'est le fruit d'un an de travail avec des proches collaborateurs, dont la FMOQ, le FMSQ, le ministère de la Santé et une patiente partenaire. Pour appuyer nos conclusions, nous avons mené 2 sondages larges auprès de l'ensemble des médecins et de la population. Le constat est clair, la population est privée de soins. C'est le constat même du sondeur de la firme Somme. Quelques chiffres. 86 % de la population et des médecins jugent qu'il est difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste. 67 % de la population partagent cet avis pour obtenir cette fois une consultation avec un médecin de famille. 86 % des médecins sont aussi de cet avis. Pire, le sondage révèle que 4 Québécois sur 10 ont senti le besoin de consulter un professionnel de la santé dans les 12 derniers mois, mais ne l'ont pas fait. Pourquoi? En raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous après avoir essayé ou parce qu'ils avaient l'impression que ce serait trop long. Ça n'a pas de bon sens. Le modèle existant, donc, a fait son temps. Promettre un médecin par Québécois ne tient plus la route dans les faits et selon la démographie. La population en général vieillit, les médecins aussi. Quelques chiffres encore. Près de 7 médecins sur 10 reporteraient leur retraite s'ils pouvaient réduire leurs heures de travail. 6 médecins sur 10 voudraient qu'on élimine leurs obligations liées à la pratique lorsqu'ils sont en fin de carrière, dont les gardes. En 2019, 339 médecins ont pris leur retraite. 518 en 2020, 611 en 2021,
dont la moitié étaient des médecins de famille. L'âge moyen des médecins à leur dernière journée de travail, 68 ans et 8 mois. Il faut donc réinventer la première ligne. Et ça passe par l'interdisciplinarité, l'interprofessionnalisme. C'est ce qu'on est allé dire au gouvernement lors de la commission parlementaire sur son projet de loi 11. Il faut dorénavant parler d'un groupe de professionnels pour chaque Québécois. Et le gouvernement nous a entendus. Les médecins aussi. On le voit dans l'entente avec la FMOQ et dans le changement de paradigme qui s'opère. C'est la bonne voie. Et il faut, dans tout cela, également, revaloriser le rôle du médecin de famille. Pour y parvenir, il faut rendre contagieux l'interprofessionnalisme. Dans les faits, par exemple, ça veut dire qu'une infirmière peut évaluer et orienter un patient vers un autre professionnel de la santé. Ce faisant, le médecin n'arrive qu'en fin de compte en valeur ajoutée. Il est libéré pour d'autres tâches plus en lien avec ses compétences. Ce n'est pas une révolution, bien entendu. Moi, je ne pense pas que ce soit une révolution, mais c'est une évolution. Ce sont des barrières qui vont tomber. C'est le patient qui va en bénéficier. Mais pour réussir, il faut travailler ensemble plutôt qu'en silo. Nous avons tous ensemble la responsabilité de travailler collectivement pour le patient. Tous, ensemble. Le ministre l'a dit également tout à l'heure. Chaque médecin, chaque professionnel de la santé veut travailler pour le patient. C'est clair. Mais le défi maintenant, c'est de travailler ensemble pour et avec les patients. D'ailleurs, la notion de patient partenaire, qui est populaire depuis quelque temps, ce n'est pas juste un concept. Ça doit devenir une réalité au quotidien. Il faut absolument revenir à ce que vit le patient. Et un patient qui n'est pas vu, qui est cynique quant à ses chances de voir un médecin de famille ou un médecin spécialiste, ce n'est pas bon pour personne. Ce n'est pas bon pour lui, ce patient, son état se détériorera, rarement le contraire. Actuellement, on le sait, plus de 900 000 personnes inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille se butent à une porte close. On nous promet que près de la moitié d'entre eux auront été, et je le dis entre guillemets, auront été vus au cours des prochains mois. Les médecins nous le disent, ça tiendrait du miracle, car s'ils ont été vus, ces patients-là, au moins une fois dans l'année, je n'ai pas lu qu'ils seront nécessairement pris en charge pour leur enjeu de santé. Alors, tous ensemble, imaginons plutôt une première ligne forte composée de plusieurs professionnels. Nommons-en quelques-uns, IPS, pharmaciens, physiothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux. Une équipe qui desservirait ainsi beaucoup mieux ensemble la population québécoise. Une première ligne en interdisciplinarité permettrait bien sûr un accès à des soins et des services diversifiés et valoriserait la complémentarité du travail des professionnels du réseau de la santé. Les acteurs du réseau doivent pouvoir cependant travailler de front, côte à côte, plutôt qu'à la chaîne. Par ailleurs, outre la démographie, une autre menace plane. D'année en année, on constate une baisse des inscriptions en médecine de famille. Des places demeurent vacantes. Il faut déployer tous les efforts possibles afin de rendre la médecine de famille suffisamment plus attrayante pour une relève dont nous avons cruellement besoin. Et pour nous, ça, là, c'est encore l'interprofessionnalisme qui est la solution. Ce n'est pas un plan B quand je dis ça. C'est la manière optimale de travailler. Celle qui va valoriser la profession de médecin de famille, bien sûr, mais aussi celle des autres professionnels de la santé. La population est prête à cela. Elle nous l'a dit. Dans notre sondage, indique que 90 % des citoyens sont ouverts à une prise en charge par un professionnel de la santé autre qu'un médecin. Le rapport de notre chantier sur l'accès propose donc de décentraliser les soins vers l'ensemble des acteurs, le patient et ses proches, les organismes communautaires, les ressources professionnelles, les services psychosociaux et bien sûr la première ligne médicale. Notre rapport propose aussi de mieux informer le public des différentes portes d'accès aux soins, que l'on parle du guichet d'accès à la première ligne, du guichet en santé mentale ou du centre de répartition des demandes de services. Le rapport met de l'avant qu'il faut optimiser aussi les soins à domicile et de première ligne pour éviter, notamment, les visites à l'urgence et le recours à l'hospitalisation. Le domicile, beau lieu, ça, pour l'interprofessionnalisme. Et au-delà de l'interprofessionnalisme, il y a aussi, pour nous, l'intraprofessionnalisme. Les professionnels de chaque ordre doivent mieux travailler ensemble.
mais il faut les aider et pour cela, il faut un dossier patient électronique qui fonctionne bien, qui peut être partagé par plusieurs professionnels en temps réel. On a rédigé un énoncé là-dessus, on y croit, c'est prioritaire à notre avis pour le patient. Je termine en remerciant les organisateurs de la journée d'aujourd'hui de nous donner l'occasion de jeter par terre des barrières corporatistes entre des ordres, de nous permettre de faire en sorte que des membres ne refusent plus de recevoir les patients référés par d'autres professionnels, de nous permettre de jeter des ponts entre les professionnels. Alors remettons le patient au centre du réseau. Il ne doit pas souffrir de nos propres barrières. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Dr. Gaudreault, Madame Roy. Et je sais qu'on est vendredi, mais bonne semaine de la profession infirmière. C'était cette semaine, pour ceux qui ne le savaient pas. Bonjour à tous. Donc, j'en profite également pour souligner la semaine de l'infirmière à toutes les collègues infirmières là, qui sont dans la salle. Depuis plusieurs années, la collaboration interprofessionnelle est au cœur des préoccupations de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. On a d'ailleurs été l'instigateur avec nos collègues ici présents, les pharmaciens et les médecins, d'un énoncé de position en 2015 qui voulait mettre au cœur la collaboration interprofessionnelle justement pour rehausser la qualité et la sécurité des soins. On le sait, les situations de santé sont de plus en plus complexes, donc il faut de plus en plus miser sur une approche collaborative. En 2022, comme Dr. Gaudreault le mentionnait, une pratique en silo, ce n'est plus une bonne pratique. C'est considéré dans nos standards comme étant inadéquat. C'est une pratique qui n'est pas conforme aux normes de pratique. Le message de la collaboration est celui de l'Ordre depuis bon nombre d'années. D'ailleurs, avec le projet de loi 43, qui est devenu le projet de loi 6, que j'en parlerai tout à l'heure, on a mis au cœur des mécanismes de collaboration justement pour s'assurer la fluidité des mécanismes entre les différents professionnels de la santé. Dans le cadre du projet de loi 11, plus récemment, celui que le ministre a évoqué tout à l'heure, l'Ordre était également présent et a mentionné, ainsi qu'avec nos collègues, que l'accès aux soins de première ligne ne devait plus reposer sur les épaules d'un seul professionnel, mais d'une équipe de soins. Il faut cesser de perpétuer le mythe que l'accès aux soins passe uniquement par un seul et unique professionnel. Il faut qu'on se serre les coudes et qu'on arrive à travailler tout le monde ensemble au plus grand bénéfice du patient. Pour y arriver, par contre, il faut mieux connaître l'expertise de l'un et de l'autre. Souvent, c'est une méconnaissance des rôles de ce que chacun peut accomplir. Les infirmières et les infirmiers sont des acteurs incontournables pour repenser l'offre de services en première ligne, y compris les infirmières praticiennes spécialisées. Si je parle des infirmières et infirmiers, c'est des professionnels qui disposent d'un très vaste champ d'exercice avec 17 activités réservées qui leur permettent d'intervenir auprès des patients et justement faire en sorte que le patient puisse avoir accès à un service de professionnel, à être assuré. Et par exemple, les infirmières cliniciennes qu'on oublie souvent peuvent assurer un suivi au niveau des enfants normaux, développement des enfants, assurer le suivi des personnes avec des maladies chroniques. Elles peuvent contribuer à favoriser l'accès et ainsi améliorer là, pour les patients de pouvoir parler à un professionnel de la santé et pouvoir partager avec eux leurs préoccupations. Il y a certaines infirmières qui disposent d'habilitation de prescrire dans les domaines des plaies, de la santé publique et d'autres affections courantes. Donc, ce sont toutes des avenues pour mettre à contribution les infirmières et infirmiers. On a aussi les infirmières praticiennes spécialisées, des infirmières en pratique avancée qui sont détentrices d'un diplôme de deuxième cycle. Depuis 2021, la loi 6 leur a permis d'augmenter leur contribution au sein du service de santé. Dr. Gaudreault l'a mentionné, l'importance d'une première ligne forte, ça peut reposer sur les épaules de l'ensemble des professionnels. En sus des 17 activités réservées à l'infirmière praticienne spécialisée, elle peut exercer 8 activités professionnelles additionnelles, dont diagnostiquer des maladies, déterminer des traitements médicaux, assurer le suivi de grossesse. Donc, ce sont des infirmières qui peuvent contribuer amplement à l'accès aux soins de santé de première ligne. Quelles sont nos aspirations pour la vision de la première ligne? Le plan de santé du ministre, effectivement, comme il l'a présenté ce matin, est un pas dans la bonne direction de vouloir justement répartir la charge de l'accès sur l'ensemble des professionnels. Pour ça, cette vision élargie de l'offre de soins et de services en première ligne, elle est primordiale. Pour y arriver, il faut revoir en profondeur les modes d'organisation de soins et de services. Il faut questionner la pertinence des actes posés. Sont-ils posés par la bonne personne au bon moment? Il faut aussi considérer l'ensemble de l'offre de soins, pas seulement les soins dispensés dans des GMF, par exemple. Il faut voir sur l'ensemble de la trajectoire de soins, par exemple en CLSC, il y a des infirmières et infirmiers qui contribuent amplement à assurer le suivi de la population. Dans les GMF, certainement, au soutien à domicile. C'est là qu'on trouve nos patients âgés, vulnérables, qui ont besoin d'être accompagnés par des professionnels de la santé. On le sait, le virage va aussi nécessiter d'offrir des soins de plus en plus complexes dans la communauté, donc d'où l'expertise de tous et chacun
pour pouvoir améliorer cette offre de services-là. Donc, permettre l'accès aux bons professionnels de la santé au bon moment. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a plusieurs situations où les infirmières et infirmiers cliniciennes peuvent contribuer particulièrement à cette offre-là, y compris les infirmières praticiennes spécialisées. Pour y arriver, il faut donner les coups des franches aux professionnels de la santé. Donner les coups des franches, ça veut dire partir par une solide formation. Au sein de l'équipe interdisciplinaire, la plupart des professionnels sont dotés d'une formation de niveau baccalauréat. Donc, c'est pour ça aussi que l'Ordre des infirmières et infirmiers s'engage à une démarche pour demander de rehausser la formation initiale des infirmières et infirmiers. En plus de la formation, ce que ça prend, c'est une modernisation aussi au niveau du Code des professions, réfléchir à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement favoriser cette meilleure concertation-là par les professionnels et comment on peut rendre l'utilisation optimale de l'ensemble des professionnels de soins autour du patient. En conclusion, pour l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, des changements structuraux s'imposent en misant sur la collaboration interprofessionnelle. C'est démontré, un contexte de pratique collaborative contribue à améliorer la qualité et la sécurité des soins, on améliore l'accès, on facilite la coordination et la continuité des soins et surtout, on réussit à atteindre des résultats de soins optimaux pour le patient. On le sait, on est là pour le patient, justement, pour et avec lui, pour lui fournir des soins de qualité et sécuritaires. Donc, il faut donc privilégier une collaboration interprofessionnelle et surtout utiliser la pleine compétence, la pleine expertise de l'ensemble des professionnels de soins, y compris les infirmières et infirmiers. Pour la profession infirmière, la clé pour réussir, c'est que les infirmières et infirmiers doivent être bien préparés. La profession a fait un chantier de grande envergure en mai dernier et le rapport des commissaires des États généraux sur la profession constitue une feuille de route pour amorcer les changements nécessaires et constitue l'assise même aussi pour réussir le plan santé. Donc, pour ce faire, il y avait 3 fondements au niveau des États généraux. C'était de revoir l'organisation du travail pour favoriser un recours optimal à l'expertise infirmière, offrir un meilleur soutien clinique et surtout rehausser la formation initiale et bonifier l'offre de formation continue. Donc, pour l'Ordre, tous ensemble, on va y arriver. On remercie également les organisateurs du Congrès de nous avoir permis de pouvoir s'exprimer aujourd'hui et de réitérer l'importance des pratiques collaboratives à travers tous les professionnels de la santé. Merci. Merci. Monsieur Bolduc. Alors, merci. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de nous avoir invités. J'aimerais ça parler peut-être un petit peu comment ça se réalise, la collaboration interprofessionnelle. Qu'est-ce que ça prend? Je vais répéter un petit peu ce que Maureen et Caroline ont dit. Mais dans le fond, il y en a plein de collaborations qui fonctionnent déjà. Et souvent, ça repose d'abord, comme Caroline le disait, de mieux connaître les autres professionnels. Vous savez, moi, je n'ai jamais consulté un ergothérapeute. Je ne sais pas, j'ai une idée de ce que ça fait un ergothérapeute, mais je suis convaincu que je ne sais pas tout. J'ai consulté beaucoup de physio, mais pas beaucoup d'ergothérapeutes, puis un travailleur social non plus, je n'ai pas eu ce besoin-là, j'ai été chanceux dans la vie. Mais il faut que nos membres des différentes professions se connaissent mieux. Qui peut faire quoi, comment? Et on est souvent surpris de l'étendue des connaissances et des compétences des autres professionnels lorsqu'on s'intéresse à eux. Donc, entre nous, il faut déjà s'intéresser aux autres. L'autre chose, il ne faut pas juste comprendre ce que ça fait un ergothérapeute, mais celle avec qui je suis plus proche ou qui est dans mon équipe ou qui est dans le GMF à côté de la pharmacie, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qui cette personne-là? Elle s'appelle comment? Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce que je la connais? Quand les gens se connaissent entre eux, ils peuvent se faire confiance. C'est rare qu'on fait confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est méfiant normalement. Mais lorsqu'on connaît les gens, lorsque les gens se connaissent, se rencontrent, travaillent ensemble, bien, ils peuvent se faire confiance. Et c'est là qu'on commence à avoir des succès. Maintenant, le patient ou la patiente, qu'est-ce que ces gens-là veulent? On est en 2022. La première affaire qu'ils vont sur Internet. Puis ils cherchent. Puis à un moment donné, ils appellent au GAP. On dit, ben non, Bertrand, le GAP, c'est pas encore mis en place. Oui, ça existe déjà, le GAP. Ça, c'est les gens qui appellent à la pharmacie. GAP. Et là, ils se font répondre, ah, ben peut-être pour y aller voir un physio, ah, peut-être pour y aller voir un optométriste, on réfère beaucoup de gens pour les yeux aux optométristes, ah, pourriez peut-être aller voir un podiatre, parce que là, votre pied, peut-être que vous avez mal dans le dos, mais allez donc voir, peut-être que vous avez les pieds plats, puis que petite orthèse, puis... Donc, on réfère des gens à d'autres professionnels à tous les jours en pharmacie, parce que les gens ont un problème. Quand ils appellent ou qu'ils se présentent, ils ont un problème aigu. J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, les yeux qui piquent, je suis constipé, j'ai de la diarrhée, j'ai fait de la fièvre. C'est toujours aigu et ils cherchent une réponse, une solution à leur problème tout de suite.
Et l'accessibilité, c'est difficile, puis ce n'est pas des choses qui ont toujours besoin d'être, des patients qui ont besoin d'être vus par un médecin, mais d'avoir une réponse rapide, soit en auto-soin ou un professionnel en périphérie, mais dans l'équipe, ça règle beaucoup de problèmes. Pour ça, il faut se rendre disponible. Et en pharmacie, on a le même problème que dans toutes les professions, un problème de ressources, un problème de pénurie de main-d'œuvre. C'est très difficile présentement pour les pharmaciens. On en a rajouté à nos pharmaciennes, à nos pharmaciens énormément dans les 2 dernières années. Ça a été dur pour le staff. Il faut faire de l'éducation auprès des patients pour qu'ils se préparent à une apparition, à une visite en pharmacie. Si vous ne vous préparez pas à aller en pharmacie, vous n'appelez pas, vous n'allez pas sur Internet faire renouveler vos médicaments avant, vous ne prenez pas rendez-vous, vous allez attendre un petit peu pas mal plus qu'avant. C'est parce qu'on est occupé. On a des patients qui sont vulnérables, qui ont besoin de soins et on fait beaucoup plus qu'avant. Donc, on a un petit peu moins de temps pour les gens qui se présentent sur le fly et il faut éduquer la population à ça aussi. Donc, ça, c'est important. Et quand les gens sont disponibles pour se rencontrer, qui se connaissent, qui forment des belles équipes, on a des succès de collaboration interprofessionnelle à tous les jours, partout, et on peut faire encore mieux. On a été chanceux, nous, les pharmaciens. On est un des autres professionnels avec l'Ordre des infirmières. Je pense qu'on a été les plus chanceux parce que la pandémie, jusqu'à un certain point, et notre ancienne ministre de la Santé, Mme McCann, était très ouverte à favoriser l'accès. M. Dubé continue dans la même veine en élargissant encore plus, mais on a été chanceux parce qu'on a eu des changements législatifs. Et on doit remercier et souligner l'agilité, le pragmatisme, l'ouverture du Collège des médecins qui a favorisé ça aussi, qui continue de le faire. Et nous, chez les pharmaciens, pendant que les infirmières avaient leur projet de loi 43, nous, on avait le projet de loi 31. Eux, c'est la loi 6, nous, c'est la loi 4. Bon. Mais essentiellement, qu'est-ce que ça a changé pour nous? Beaucoup de choses, un élargissement des activités des pharmaciens, une facilité accrue pour traiter des conditions mineures, des situations sans diagnostic, mais surtout, on a introduit là-dedans 2 nouvelles façons de collaborer avec les autres professionnels puis aider les patients. La première, c'est la mécanique de demande de consultation. Maintenant, les pharmaciens peuvent être consultés par les prescripteurs, les IPS, les médecins, comme n'importe quel autre spécialiste. Et ça, c'est une mécanique que les médecins comprennent bien, surtout les omnis, parce qu'ils sont habitués de consulter des spécialistes. Alors, ils peuvent faire une demande de consultation auprès du pharmacien pour revoir des profils, déprescrire des choses, faire un plan. Ils peuvent confier ce plan-là au pharmacien pour le mettre en œuvre ou l'exécuter eux-mêmes suite aux résultats de cette consultation-là. Et il se fait de nombreuses demandes de consultation depuis la mise en place du PL 31 le 25 janvier 2001. L'autre chose que ce projet de loi-là mettait en place, c'est ce qu'on appelle les ententes de partenariat. Et la mécanique d'une entente de partenariat, c'est pas compliqué, c'est un ou plusieurs médecins et ou IPS qui se mettent avec un ou plusieurs pharmaciens. Ils ont des patients en commun, un groupe de patients en commun, et ils s'entendent sur comment on va travailler ensemble, qui va faire quoi. Et 1 an plus tard, ils vont revoir cette entente-là pour voir comment on peut l'améliorer encore plus. Alors, les ententes de partenariat, on pensait qu'on aurait peut-être 50 après 1 an. Et après 1 an, nous, alors, lorsque les pharmaciens se réinscrivent, parce qu'ils envoient le chèque de cotisation, on leur demande, avez-vous mis en place une entente de partenariat? Alors, on a au-dessus de 600 ententes de partenariat en milieu hospitalier, 600 pharmaciens qui sont par une entente de partenariat. C'est un pharmacien hospitalier sur 3. Ils sont 1800 en pharmacie, en hôpital. Et en officine et GMF, il y en a plus de 300 qui ont déclaré avoir une entente de partenariat en place. Donc, on voit que ça fonctionne, que les gens veulent travailler en place. Plus récemment, on a eu un petit changement réglementaire sur les activités des pharmaciens qui leur permettent maintenant, en plus d'initier un traitement pour une condition qui s'apparente à un zona ou la grippe. On n'a pas eu beaucoup de grippe, on a recommencé, mais on n'a pas eu beaucoup dans des 2 dernières années pour initier un traitement en prophylaxie ou pour traiter la COVID. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début mars, il y a un produit disponible de la compagnie Pfizer qui s'appelle le Paxlovid, et on doit donner ça en dedans de 5 jours du début des symptômes pour prévenir des hospitalisations chez les gens qui sont à risque. Donc, pas n'importe qui, mais les gens qui répondent aux critères de l'INES.
Pendant le mois de mars, les médecins et les IPS pouvaient initier, et depuis le 1er avril, les pharmaciens peuvent le faire aussi. 2/3 des prescriptions de Paxlovid qui ont été faites au Québec sont faites par les pharmaciens, 1/3 par les médecins et les IPS. Pourquoi? Parce que l'accès est plus facile. Là, vous allez me dire, ben oui, mais ce n'est pas un exemple de collaboration, ça, Bertrand, c'est vous prenez la place de ou vous offrez en plus. Prescrire du Paxlovid, ce n'est pas simple. C'est un médicament qui est très sécuritaire, à peu près pas d'effet secondaire, un petit peu de goût dans la bouche, puis un petit peu de diarrhée des fois, puis qui n'est pas dangereux, mais qui a 45 à 50 interactions médicamenteuses. Et les gens qui sont à risque, en général, ce n'est pas du monde qui ne prennent pas de médicaments, ils en prennent déjà. Alors, pour travailler ça ensemble, ça a donné lieu à énormément de collaboration avec justement les infirmières en milieu hospitalier des cliniques externes, de greffe par exemple, de cancer, d'oncologie, et les médecins spécialistes et les pharmaciens hospitaliers qui ont été consultés par leurs collègues en officine. Le succès du Paxlovid au Québec, ce n'est pas un succès de pharmacien, c'est un succès de collaboration interprofessionnelle au bénéfice du patient. Et sachez qu'au Canada, il y a eu des articles dans tous les journaux sur le non-accès au Paxlovid, sur des boîtes qui dorment sur les tablettes des pharmacies partout au Canada, sauf au Québec. Les patients ont eu accès. Est-ce qu'on a sauvé des hospitalisations au Québec à cause de cette collaboration-là? Indéniablement. Et maintenant, depuis lundi dernier, un deuxième produit est disponible. C'est le produit Evusheld de la compagnie AstraZeneca. C'est 2 anticorps monoclonaux qu'on donne en prévention de la COVID chez les gens qui, encore une fois, sont à risque. Qui sont ces gens-là? Des gens qui ont reçu des greffes d'organes, des gens qui sont fortement immunosupprimés. Donc, ces gens-là, comment on les identifie? Bien, évidemment, les médecins, spécialistes, généralistes, IPS, infirmières, cliniciennes, identifient souvent ces patients-là parce qu'ils les voient à la clinique externe ou à la sortie de l'hôpital, leur disent, allez vous chercher ça. Et nous, à la pharmacie, les greffés, on les voit aussi souvent et on peut leur suggérer ce produit-là pour les protéger. Ça protège pendant 6 mois, selon les études qui ont été publiées. Et on peut l'administrer par l'infirmière en pharmacie ou en CLSC ou à l'hôpital. Alors, on vient de commencer ça depuis lundi et je suis à peu près certain que l'endroit où on va mieux protéger les personnes vulnérables contre la COVID, ça va être encore au Québec à cause de la collaboration interprofessionnelle qui a lieu déjà en place. Alors, si ça, c'est possible entre le trio d'ordre qui sont sur le panel ici aujourd'hui, c'est faisable avec bien d'autres professionnels en optométrie, en physio, travail social, etc., les pédiatres qui sont très aidants aussi. On peut faire ça à plein de niveaux et je pense que le plan de santé du ministre Dubé va dans ce sens-là. Donc, attendez-vous à en voir de plus en plus, à devoir travailler ensemble et je pense que ça va être au bénéfice de la population du Québec. Merci. Merci infiniment à vous trois. On passe maintenant à la période de questions, d'échanges. Alors, c'est très simple, il y a un micro au centre de la salle. On aimerait que chaque personne se limite à une seule question et vous débutez en vous nommant et en nommant votre organisation et ou vos fonctions. Pendant que les gens s'installent au micro, j'aurais tendance à penser qu'on va avoir beaucoup d'échanges constructifs avec la présence de 3 personnes clés là, en avant. Moi, j'ai le goût de dire, ce que je résume de ce que j'ai entendu, là, c'est qu'on sort la grande voile, on est dans un vent de changement. Je trouve ça extrêmement stimulant et positif. Là. Alors, première question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Mon nom est Tatiana. Moi, je suis physiothérapeute dans un groupe de médecine de famille à Montréal. Donc, les questions d'interdisciplinarité pour répondre aux besoins de la population, ça m'interpelle beaucoup parce que je fais partie justement des autres professionnels qui n'est pas assis au trio sur la table ici. Mais je vous ai écouté avec grande attention, puis j'ai retenu vraiment des moments clés, dont M. Gaudreault, de cesser de travailler en vase clos. En effet, ce n'est pas une révolution, mais une évolution, c'est tout à fait juste. Madame Caroline Roy, mieux connaître les compétences des professionnels de la santé, y compris les infirmières. Et M. Bolduc, de savoir qui peut faire quoi et comment
Quand les gens se connaissent, on se fait confiance. Et j'ai envie de rebondir sur cette question-là. J'aimerais vous entendre, peut-être chacun de vous, si c'est possible, nous donner un exemple concret ou peut-être une action qui a été réfléchie par votre ordre professionnel en lien avec d'autres professionnels de la santé qui sont ni infirmières, ni médecins, ni pharmaciens. J'aimerais vous entendre sur cette question-là, si c'est possible pour vous. Madame Roy, vous voulez commencer ou Dr Gaudreau, comme vous voulez. Moi, je vais vous donner un exemple personnel que moi j'ai vécu, okay? et pour lequel je pense qu'on devrait se baser sur de tels exemples. Mais moi, ça m'a vraiment convaincu de l'interdisciplinarité. J'ai un médecin de famille, j'ai pratiqué pendant plus de 40 ans au Saguenay, à Chicoutimi précisément. Et dans cette région-là, il y a une clinique qu'on appelle la clinique des maladies neuromusculaires, parce qu'il y a des maladies neuromusculaires de type génétique là, en plus grande proportion que dans le reste du Québec. Et il y a une clinique qui a été mise sur pied dans les années 80. Et j'ai travaillé comme médecin omnipraticien à cette clinique-là pendant une quinzaine d'années. J'y allais à chaque 2 semaines, une demi-journée, et je voyais des patients qui étaient atteints de dystrophie myotonique. Et quand j'y allais toute la demi-journée, le neurologue qui dirigeait cette clinique-là voyait le même patient, l'infirmière. Il n'y avait pas d'infirmière praticienne à ce moment-là, l'infirmière clinicienne, le travailleur social, la conseillère en génétique, le physiothérapeute, des fois ergothérapeute. 8 patients, et tous ces professionnels-là voyaient les mêmes 8 patients. À midi, on s'assoyait en lunchant jusqu'à 1h30, on partageait nos observations, on décidait d'une conduite à tenir puis d'un plan de traitement. Ça, pour moi, ça m'est resté toute ma vie, là. Ça, c'est un exemple d'interdisciplinarité. Et on devrait, c'est pas nécessaire de faire toujours ça sur ce même modèle-là, mais moi, ça m'a beaucoup inspiré, ce modèle-là. Merci beaucoup. Il faut que vous sachiez que les ordres, là, vous en voyez 3, on se connaît tous très, très bien. Le président de l'Ordre des physios qui quitte, là, Denis Pelletier, c'est un ami personnel à nous 3. On se voit régulièrement. On a un cocktail tantôt pour le départ du président de l'Ordre des psychoéducateurs, qui est un autre ami, là. On se voit régulièrement à travers une organisation qui s'appelle le Conseil interprofessionnel et on travaille ensemble, justement, dans le cadre du plan santé pour regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble de plus, comment on va faire évoluer les autres. On a vu le projet de loi que le ministre Dubé a mentionné ce matin sur ce qui a été fait dans des arrêtés ministériels qui vont être conservés. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être conservées là-dedans. Pas tout, évidemment, mais beaucoup de choses. Et comment on va évoluer encore plus. Nous, avec les physios en particulier, on a un formulaire d'interaction entre les physios et les pharmaciens pour s'échanger de l'information. Parce que nous, souvent, les gens viennent chez nous et disent « j'ai mal au dos ». Mal au dos, c'est quoi, là? Nous autres, on ne fait pas de diagnostic de mal de dos. On n'évalue pas ça. Vous autres, vous faites ça. De le savoir, ça peut nous aider. Et vice-versa, de savoir que, bon, dans ce cas de ce patient-là, là, les relaxants musculaires, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a d'autres trucs dans le dossier. Donc, on a ce mécanisme d'échange-là. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Absolument. Est-ce que ça va arriver? Clairement. Donc, attendez-vous, je pense, dans les prochains mois, on peut dire même mois, là, plutôt qu'années, à des grands changements. Si je peux me permettre, j'aurais plusieurs exemples à citer, mais je vais me restreindre à un. Mais entre autres, avec les physios, avec les ergothérapeutes, on a travaillé il y a quelques années parce que, vous savez, on a des activités réservées, mais qui sont partagées avec d'autres professionnels. Donc, pour citer les plaies, par exemple, c'est un travail qu'on avait fait conjointement avec l'Ordre des physiothérapeutes, l'Ordre des ergothérapeutes. Il y avait nous aussi pour vraiment dire où est-ce qu'elle est la place de chacun, justement, pour mieux se connaître, pour mieux travailler ensemble. Donc, il y a différentes initiatives. On a cité aussi l'expérience qu'il y a eu avec la vaccination, entre autres. Les ordres ici ont été présents avec les autres ordres aussi. Tout le monde a répondu présent, justement, pour répondre à cette vague de COVID. Donc, il y a plusieurs exemples là, qu'on a travaillé ensemble. Dans la foulée de l'énoncé de position conjoint aussi, on a travaillé l'expertise en CHSLD. On sait que tout le monde, tous les professionnels ont une place auprès des personnes âgées. Donc, il y a plusieurs exemples là, éloquents de pratiques collaboratives qu'on a pu travailler ensemble. Merci. Je suis vraiment contente de savoir que vous travaillez ensemble, les ordres professionnels. La prochaine étape, ça va être de se joindre au gouvernement, aux décideurs sur le site, parce que concrètement, sur le terrain, c'est peut-être pas encore bien compris, ni par les professionnels, ni par les patients. Alors, j'ai hâte à la suite des choses, puis vos propos sont très encourageants en ce sens-là. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre question.
Prochaine question. Bonjour à tous. Mon nom est Claude Latulippe. Je suis infirmière praticienne spécialisée. Très fière de faire partie d'un corps professionnel en qui j'ai énormément de confiance. Je suis d'ailleurs très, très réjouie de vous voir, Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, puis vous, les pharmaciens. Je vois qu'il y a une magnifique initiative de travailler en collaboration. Je reprends aussi, M. Bolduc, vos propos de se connaître et de se faire confiance. C'est réjouissant. Ceci dit, puis je voudrais remercier aussi la ministre Mécan qui a fait énormément pour le développement du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée. Depuis janvier 2021, on a la possibilité de diagnostiquer les maladies. Ceci dit, je m'adresse à vous, Madame Roy. À quand l'infirmière praticienne spécialisée en première ligne pourra prendre en charge et diagnostiquer les troubles de santé mentaux? Je comprends que la population est énormément affectée par la pandémie. Les troubles de santé mentaux sont partout dans notre pratique de tous les jours et malheureusement, on ne peut plus offrir des soins de première ligne à cette clientèle. Les patients sont un petit peu sans aide. Alors, c'est à vous que j'adresse cette question. Vous savez, l'Ordre des infirmières et infirmiers est très préoccupé par l'accès des soins en santé mentale. Ça fait partie des discussions qu'on a aussi actuellement. C'est un dossier qu'on doit discuter avec d'autres ordres professionnels aussi. On a entendu la demande. On sait que l'accès en santé mentale est difficile au Québec, mais l'accès va passer aussi par l'ensemble de l'expertise des psychologues, par exemple, les médecins, les conseillers d'orientation, les infirmières ont une place à jouer aussi. Donc, c'est des choses qu'on va regarder, mais l'évaluation des troubles mentaux est une activité qui a été réservée là, au sens de la loi 21 en raison des connaissances et des compétences requises pour exercer. Donc, c'est un travail de réflexion qu'on va faire avec les ordres concernés parce qu'effectivement, là, la collaboration doit être au cœur de cette réflexion-là. Donc, je peux vous dire que c'est des discussions qu'on a en ce moment là, pour analyser cette question-là. Merci. Docteur Gaudreau, rappelez-nous, c'était quoi le chiffre dans le sondage qui a été mené, qui était extrêmement pertinent. D'ailleurs, je veux vous féliciter pour le rapport sur le chantier à l'accès à un médecin de famille. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça a été publié lundi dernier. Moi, je l'ai lu avec grande attention. C'est simple, c'est pragmatique, c'est un super beau reflet du terrain. Puis les solutions qui sont proposées sont des choses qu'on jase d'un bureau depuis longtemps. Fait que je vous félicite pour ça. Ceci étant dit, la statistique par rapport à l'accès à un psychologue dans le sondage, c'était-tu 88 88 oui, si vous voulez nommer cette statistique-là, parce que je trouve que c'est en corrélation avec la question. Bien, il y avait une question concernant l'accès à divers professionnels. Mais je ne veux pas dire qu'il y a juste les psychologues qui sont difficiles d'accès, c'est pas ça, mais pour les personnes interrogées, y compris pour les médecins, plus de 80% disaient que c'était les psychologues qui étaient le plus difficiles d'accès dans le réseau public. Après ça, il y avait divers autres professionnels, mais vraiment, ça ressortait beaucoup pour ce qui est des psychologues à plus de 80% des répondants. Puis pour moi, qui travaille en GMF, ça a une corrélation intime avec les enjeux de santé mentale. Vous savez que c'est rare qu'on ait un enjeu de santé physique isolé, hein? On se fait une entorse de cheville, ça peut rester juste au niveau physique, mais la majorité des problématiques chroniques et persistantes sont accompagnées d'enjeux de santé mentale qu'on doit aussi adresser. Votre question était très pertinente, merci. Prochaine question. Bonjour, Alex Fontaine, je suis chef d'administration de programme pour la pratique avancée, justement, IPS, au niveau du CIUS de la Mauricie et du centre du Québec. Ma question a été un petit peu devancée par ma collègue, mais j'en ai une autre, fait que je suis quand même content qu'elle ait été posée. On parle beaucoup d'accessibilité, du bon professionnel au bon moment, je dirais même du bon traitement au bon patient au bon moment. Les IPS PL, donc en première ligne, sont déjà déployés depuis un certain temps. C'est la spécialité qui est la plus connue, du moins, là, par tout le monde. J'aimerais vous entendre, autant au niveau pharmacien aussi, parce que j'ai bien aimé votre discours avec les ententes là, que vous aviez. C'est quoi le rôle que vous attendez des IPS PL spécifiquement? On en a beaucoup en GMF, mais je me dis, première ligne, c'est très large. On déploie des fois CHSLD, soutien à domicile, mais avez-vous une vision particulière, outre que, tu sais, on connaît le plan du ministère, mais au niveau vraiment de nos trois panélistes, avez-vous une idée de quelque chose qui serait incontournable là, pour cette profession-là? Bien, pour nous, je vais peut-être dire quelque chose de fou, mais pour nous, les IPS ou un omnipraticien, quand on a une demande de consultation, de collaboration,
je ne suis pas sûr qu'on fait une grosse différence. Pour nous, c'est un professionnel qui exerce à pleine capacité, puis on traite ça de la même façon, même si c'était un physio. Quand les gens appellent à la pharmacie puis veulent avoir une collaboration, on ne voit pas vraiment de différence. On a fait, il y a quelques mois, une conférence pour expliquer notre projet de loi 31 aux IPS. On a fait le contraire pour les IPS aux pharmaciens pour qu'ils comprennent mieux jusqu'où un IPS peut aller. On ne joue plus à la police sur qu'est-ce que vous pouvez prescrire, pas prescrire. On a tout enlevé les produits spécifiques, on y va at large. Donc, pour nous, on ne se pose même pas cette question-là, c'est est-ce que l'IPS peut faire ça ou est-ce qu'elle est dans son champ? On n'est pas là pour vous encadrer. Il y a des gens à l'ordre des infirmières qui font ça. Pour nous, ce n'est pas ça qu'on voit sur le terrain. Fait que pour nous, plus qu'il y a d'IPS, plus qu'il y a d'accès, plus c'est facile. On n'est pas plus méfiant envers les IPS que les omnis, que les spécialistes. Les pharmaciens font le même travail séquentiel que ça vienne d'un IPS ou d'un médecin ou d'un spécialiste. On reçoit une prescription, on s'assure que ça fait du sens, on s'assure que ça jive avec le reste du dossier, on s'assure que le patient comprend pourquoi il prend son chose, qu'est-ce qu'il va faire s'il y a des effets secondaires, puis on fait des suivis, puis s'il y a besoin d'avoir une collaboration, après, on appelle le prescripteur, peu importe qui il est. Donc, très honnêtement, on ne voit pas une grande différence. On voit une différence dans des IPS que les autres infirmières, inévitablement, le rôle n'est pas tout à fait le même, on le comprend très bien. Mais on pense, puis on est d'accord avec l'Ordre des infirmières pour le rehaussement de la formation. Plus on collabore, plus il faut qu'on travaille ensemble, plus il faut que les gens soient mieux formés. La même chose chez nous, les pharmaciens ne sont pas tous égales, puis de les emmener vers les nouvelles activités, puis la nouvelle pratique, c'est pas simple non plus de notre côté. Donc, on est dans ça. Motiver les gens à travailler ensemble, se respecter, se comprendre, se connaître, travailler ensemble. Pour nous, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas la même chose. La profession d'infirmière praticienne spécialisée est une profession dans son sens propre, avec son autonomie, avec ses compétences. Celle de médecin de famille aussi, c'est une profession également propre avec son autonomie et ses compétences. Pour moi, ce n'est pas au même niveau. C'est au même niveau, au niveau de la première ligne. Mais l'important pour moi, c'est que, puis je me souviens d'être allé le dire à Daniel Mécan en commission parlementaire lorsque nous, on a appuyé que ça devienne une nouvelle profession, l'infirmière praticienne spécialisée. L'important, c'est que le médecin de famille et l'infirmière praticienne spécialisée communiquent bien, respectent leurs compétences propres et s'auto-complémentent. C'est ça l'important. Ce n'est pas la même chose, mais à un certain niveau de la première ligne, c'est égal. Après ça, c'est selon les compétences de chacune des professions pour bien prendre en charge le patient. J'ai très peu ajouté par rapport à mes collègues, mais à l'Ordre des infirmières, en fait, la volonté est vraiment qu'un jour, les patients aussi, puis comme Dr Godreau le disait, l'information au public, ça va être important que le public sache qu'ils peuvent avoir accès, oui, à une infirmière praticienne spécialisée, oui, à une infirmière clinicienne, par exemple, oui, à un podiatre, un pharmacien, un médecin, et qu'on puisse faire connaître ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que justement que les patients, la population du Québec ait accès à un professionnel de la santé, y compris les infirmières praticiennes spécialisées qui, avec la loi 6, ont eu une avancée majeure qui leur permettent de faire des activités plus poussées, une pratique avancée, justement. La pratique avancée infirmière constitue pour l'Ordre des infirmières une voie importante pour améliorer la qualité, la sécurité des soins, mais aussi pour favoriser vraiment l'accès aux soins de santé. Je vous remercie. Merci. J'ai le rôle d'animer et de tenir le temps. Je pense qu'il reste à peu près 7 minutes. Si les organisateurs souhaitent dépasser, parce que je pense qu'on a commencé un petit peu plus tard que prévu, vous me ferez signe. Bonjour, je suis Francine Champoux. En fait, je suis responsable des prix Hippocrate. Et aussi présidente de Stratède. J'inciterai tout le monde dans la salle qui a des projets en interdisciplinarité à soumettre leur candidature cette année pour des prix Hippocrate parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien travaillé pour arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Puis j'aimerais dire aux collaborateurs en avant que je connais bien, merci pour tout ce que vous faites parce qu'effectivement, vous faites un travail qui facilite les changements. Par contre, je veux dire, j'aurais peut-être une préoccupation que je pense je voudrais porter à l'attention, puis probablement que vous y aviez travaillé, mais un des enjeux, j'y ai travaillé longtemps, moi, en première ligne. Je travaillais en CLSC pendant très longtemps.
un des enjeux qu'on voit beaucoup, c'est un enjeu de solitude. OK, je veux dire, c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes âgées à domicile, OK, je veux dire, et je trouve ça fantastique de vous voir en avant, mais je trouve ça un peu déplorable que... Puis là, je ne veux pas rentrer dans des catégories de professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux, des psychologues, des neuropsychologues, je veux dire, mais je pense qu'effectivement, ce serait vraiment important qu'on travaille. La dame tout à l'heure parlait des problèmes de santé mentale. Il y a des problèmes d'anxiété, il y a des problèmes d'angoisse, vous le savez tous, OK? Je veux dire, puis il y en a chez les plus vieux, il y en a chez les plus jeunes, OK? Je veux dire, puis là, il va y en avoir dans la petite enfance. Je pense qu'on devrait travailler très, très fort, puis peut-être penser aussi à des nouveaux mix, je veux dire, avec des ergots, peut-être des travailleurs sociaux, peut-être, je veux dire, travailler une certaine mixité qui est un petit peu différente, mais pour ramasser un peu ces enjeux-là. Ça, c'est un premier commentaire que j'avais à faire. Le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est, on parle d'interdisciplinarité. Je pense qu'il ne faudrait pas perdre de vue qu'on est peut-être rendu à l'intersectorialité. Je veux dire, je pense que la santé n'est pas le propre du réseau de la santé, mais la santé, elle nous appartient tous. On a tous des responsabilités et il y a d'autres acteurs, OK, je veux dire, qui contribuent à la santé. Puis je pense qu'on ne devrait pas oublier de faire appel à ces gens-là et être plus intégrateur, OK? Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des leaders, je veux dire, il y a des gens qui la lead, OK? Qui lead des processus, mais je pense qu'on devrait parler beaucoup de la question d'intersectorialité maintenant. Puis, peut-être un dernier commentaire, c'est, je vois un peu, comme tout le monde, avoir des parents âgés, ce qui se passe avec le mix de GMS et en fait, les autres professionnels qui interviennent auprès de personnes âgées qui soient à domicile ou qui soient dans des CHSLD. Souvent, on voit des résidents qui vont faire du très, très bon travail et d'autres professionnels de la santé, mais ce qui est un petit peu déplorable, c'est qu'il y a beaucoup de roulements. OK? Et qui dit personne âgée dit besoin de confiance et besoin de stabilité. Puis je ne sais pas, puis là, Mauriel, je te regarde, mais je devrais peut-être pas... Je pense qu'on est tous concernés, mais je pense qu'il y a quelque chose, je veux dire, à essayer de regarder pour essayer de stabiliser le plus possible les équipes qui interviennent auprès des gens, particulièrement auprès des gens âgés, parce que ça crée beaucoup, beaucoup d'insécurité. Puis, je veux dire, ça va là de, ben je veux plus les avoir, ou ben non, il arrive une nouvelle personne, puis elle va changer mon dispil, puis là, ben je veux dire, c'est comme je me comprends plus dans mes médicaments. Fait que je pense qu'il y aurait quelque chose, OK, je veux dire, on est dans un processus de bonification. M. Dubé le disait tantôt, je pense qu'on a besoin d'idées, mais j'aimerais peut-être le soumettre à votre attention. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos commentaires. Je préviens, on va prendre le temps un petit peu d'un dernier petit tour de table. Je me permets ça pour entendre chacun, là. Ben pour moi, simplement, court réponse, là. Réflexion, c'est il faut sortir de l'hôpital puis aller à domicile. Je l'ai dit tout à l'heure, quel beau lieu, le domicile, pour l'interdisciplinarité et l'interprofessionnalisme. Donc, qu'on recommence. Moi, dans ma vie de médecin de famille, j'ai fait beaucoup de soins à domicile. C'est moins populaire chez les médecins maintenant. Il faut que ça recommence. Et quand je dis ça, pas juste les médecins de famille, il faut que les médecins spécialistes aillent aussi à domicile, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle. Donc, vraiment un travail d'équipe et un dossier électronique qui accompagne ça. Tout à fait, dans la même lignée que Dr Godreau, je pense qu'il faut voir les soins sur l'ensemble de la trajectoire. Vous l'avez nommé aussi, les personnes âgées, ça a été au cœur des préoccupations de l'Ordre des infirmières, puis on avait justement travaillé en collaboration avec les 28 ordres en santé. C'est quoi l'expertise de tous et chacun auprès des personnes âgées qui sont des clientèles vulnérables, qu'on doit déployer tous les efforts, et effectivement, ce n'était pas l'affaire d'un seul professionnel, mais bien 28 ordres en santé qui avaient collaboré. Donc, je pense que la volonté est là de vouloir faire en sorte que les personnes âgées aient un bon accès aux soins, un bon suivi aussi, et puis qu'ils puissent être accompagnées là, dans leur quotidien par rapport à leur situation de santé. Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter là-dessus. Tout était bien dit. Alors, moi, je conclue avec un petit paragraphe très simple. Je retiens des mots que j'ai entendus de chacun, soit en préparation de la table ronde ou aujourd'hui.
aujourd'hui, on ne peut ni ne veut travailler seul comme médecin. L'importance de la formation est d'arrimer des mécanismes de collaboration clairs. L'importance de connaître le rôle et les compétences de chacun, c'est rassurant, on fait confiance. La collaboration et l'interdisciplinarité va devenir un incontournable, une évidence. Puis, moi, ça fait 22 ans que je suis physio, ça fait 20 ans que je suis dans le système. Malgré ces déboires, j'en suis fière. J'ai le goût d'en être encore plus fière. Fait que je pense qu'on est en train, par notre travail de collaboration, de mettre vraiment plus que jamais le patient au cœur des soins en travaillant ensemble. Et je pense qu'on peut en être fiers. Merci à tous.